En 1996, George R.R. Martin a publié le premier tome de sa série culte, Le Trône de Fer. 2 ans plus tard, il a sorti le tome suivant, 2 ans après ça, le suivant, et ensuite l'intervalle s'est étendu à 5 ans, puis à 6. Le dernier tome en date a été publié en 2011. C'était il y a plus de 8 ans. Imaginez, 8 ans à travailler sur le même livre. Jour après jour, vous bossez sur votre texte, et pendant ce temps, la série télé basée sur votre livre vous rattrape et finit l'histoire que vous avez commencée. D'ailleurs, HBO a réussi à produire 8 saisons, totalisant 73 épisodes, en moins de temps qu'il en a fallu à Martin pour écrire le 6e tome. Bref, pourquoi je vous parle de ça sur la chaîne Marketing Mania? Parce que les fans du Trône de Fer commencent à s'impatienter. Et je me souviens avoir ressenti la même chose en attendant les derniers tomes de la série Harry Potter. Je me souviens m'être demandé à l'époque, mais qu'est-ce que cet auteur fout de ses journées? Pourquoi est-ce que ça prend des années d'écrire un livre que je vais lire en une semaine? Cette année, je suis passé de l'autre côté de la question, parce que j'ai écrit un livre. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a eu une seule vidéo sur la chaîne ces 6 derniers mois, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Je vais vous dire ce que j'ai foutu pendant tout ce temps. Parce qu'au départ, je pensais pouvoir écrire le gros de mon livre en 3 mois. Autant dire que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Si vous avez l'idée qu'un jour vous aimeriez bien écrire votre propre livre, je vais vous montrer dans cette vidéo à quoi ressemble le derrière des coulisses. Cette vidéo va être longue parce qu'elle récapitule un projet qui a duré quasiment 2 ans. J'ai divisé en 4 parties. Partie 1, le concept. Comment savoir si vous êtes prêt à écrire un livre, l'éternelle question de s'il faut s'auto-publier ou passer par un éditeur traditionnel, plus comment convaincre un éditeur de travailler avec vous si c'est ce que vous décidez de faire. Partie 2, la structure. Comment écrire un livre business qui se lit comme un roman en vous inspirant de la structure des films hollywoodiens. Partie 3, la rédaction. Pourquoi écrire un livre prend aussi longtemps, plus les conseils d'auteurs à succès pour avancer plus vite et écrire mieux. C'est là que beaucoup de gens abandonnent et j'avoue que j'ai souffert. Partie 4, la réécriture. C'est l'étape à laquelle personne ne pense mais où j'ai passé encore plus de temps que pour la rédaction initiale. On verra comment améliorer votre premier jet étape par étape pour arriver à quelque chose dont vous pouvez être fier. La première question à vous poser, c'est pourquoi écrire un livre? Une chose est claire, ça devrait pas être pour l'argent. Si vous voulez faire du cash, il vaut mieux directement vendre votre savoir dans des e-books, des formations vidéo ou même un programme de coaching. Il y a une autre stratégie qui est d'écrire un livre juste pour en faire une carte de visite. Vous recyclez du contenu ou vous engagez quelqu'un qui va écrire à votre place pour torcher 30 à 50 000 mots et pouvoir mettre auteur dans votre biographie sur Instagram. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent ce processus, du type comment écrire un livre en moins de 5 jours. Mais si vous avez écrit votre livre en 5 jours, vous espérez à la limite que personne va le lire parce que vous voulez juste être auteur. Si les gens lisent votre livre, vous allez devenir auteur d'un livre de merde. Cette approche du livre en tant que carte de visite est valide. D'un point de vue marketing, c'est un appel à l'autorité qui peut être efficace. Mais c'est comme acheter des followers sur Twitter. Certes, ça vous fait de la preuve sociale et ça booste votre ego, mais faut pas imaginer que ça va faire non plus exploser votre business. Dans mon cas, je me suis mis un objectif un cran au-dessus de ça. Ok, on va être honnête, je me suis mis un objectif 4 ou 5 crans au-dessus de ça. Mon objectif est que, quand vous démarrez dans le business en ligne en 2022 et vous cherchez les meilleurs livres à lire pour vous lancer, mon livre soit dans le top 5 qui vous est recommandé un peu partout. Est-ce que je vais y arriver? L'avenir nous le dira. Une chose est claire, je vais pas accomplir cet objectif en écrivant un livre en 5 jours. Alors combien de temps est-ce que ça va vous prendre pour écrire un vrai livre? Tim Ferriss, auteur de multiples best-sellers, dont bien sûr la fameuse semaine de 4 heures, dit qu'il faut en faire la priorité numéro 1 de votre travail pendant au moins 1 an. For the period of a year, can you make this your number 1 priority? For a period of at least a year, can this be your number 1? If you have a company, that means your business is number 2. If you have a family, that means your family is number 2. Tim Ferriss explique aussi qu'écrire un livre médiocre est pire que ne pas avoir de livre du tout. Donc si vous le faites, il faut le faire à fond. If you're going to write a book, write a fucking book. Meaning, like, you're all in. All of your chips are into this book. Passer par un éditeur traditionnel a 2 inconvénients et 2 avantages. Premier inconvénient, vos droits d'auteur sont moins élevés que sur un ouvrage autopublié. Deuxième inconvénient, il y a des délais supplémentaires liés au processus de publication. Premier avantage, vous pouvez être distribué dans toutes les librairies. Deuxième avantage, vous avez plus de légitimité aux yeux du grand public et de la presse traditionnelle. Dans mon cas, la décision a été simple. Je me suis demandé, est-ce que passer par un éditeur traditionnel augmente ou diminue mes chances de faire de mon livre un classique du marketing et de l'entrepreneuriat? La réponse est assez évidente, ça va forcément m'aider. Donc j'ai décidé de travailler avec Erol pour faire éditer mon livre. La première étape si vous voulez travailler avec un éditeur est de faire une proposition de livre. C'est un document qui résume la promesse du livre, pourquoi il est dans l'air du temps, le marché cible et comment vous allez le promouvoir. J'ai écrit ce document exactement comme une proposition commerciale pour un projet de consulting ou une page de vente pour une formation. Il y a une promesse, des listes à puces, de la preuve sociale, du storytelling, des preuves chiffrées, une stratégie étape par étape qui explique pourquoi le projet va marcher. Et il y a même une comparaison avec les principaux concurrents. Notamment, j'ai réalisé que Olivier Roland avait seulement 86 000 abonnés sur YouTube au moment où son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater
ses études, est sorti et son livre a cartonné. Au moment d'écrire la proposition de livre, c'était il y a quasiment 1 an et demi, j'avais déjà 125 000 abonnés, soit 45% de plus qu'Olivier au moment où son livre est sorti. Et quand j'ai évoqué ce livre dans une discussion avec la maison d'édition, je l'ai tout de suite vu saliver. J'ai compris que c'est un milieu où tout le monde surveille la liste des meilleures ventes et où les effets de mode sont importants. Donc j'ai volontairement appuyé sur cette comparaison parce que j'ai compris que c'est quelque chose qui allait les toucher tout particulièrement. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis ce document que j'avais proposé à la maison d'édition, à commencer par le titre du livre. Le titre proposé à l'origine était « Apprends à vendre et tu n'auras jamais faim ». L'idée est que si vous savez vendre, vous pourrez toujours trouver un moyen de gagner votre vie. J'ai mis bien le côté proverbial et imagé du titre. Mais quand j'ai testé ce titre dans mon forum privé, Marketing Mania Insiders, environ la moitié des gens étaient perdus sur pourquoi je parlais d'avoir faim. La métaphore n'était pas aussi intuitive que je l'avais imaginé. Je vous reparlerai en fin de vidéo du choix du titre et de ce que j'ai finalement décidé. En tout cas, malgré le titre, mon livre a été accepté très rapidement par la maison d'édition. Honnêtement, je pense que c'était autant sur le volume de mon audience déjà existante que sur la force de ma proposition. Mais j'ai quand même fait cette proposition de livre à fond parce que je crois que ça a beaucoup de valeur de vendre votre produit avant de l'avoir créé. Ça vous force à réfléchir en profondeur à votre client cible. Qui est-il ? Pourquoi a-t-il besoin de votre produit? Comment allez-vous le convaincre? Je rédige souvent la page de vente avant de créer mes formations parce que ça me force à clarifier les besoins et ensuite ça me force à m'assurer que la formation répond à ces besoins. Et apparemment, je suis en bonne compagnie. Chez Amazon, quand vous êtes chef de projet sur une nouvelle initiative, votre première tâche est de rédiger un communiqué de presse qui annonce la sortie de votre produit. Comme l'explique Ian McAllister, qui a été un manager de haut niveau chez Amazon, je cite, les communiqués de presse internes sont centrés sur le problème du client final, comment les solutions actuelles échouent et comment le nouveau produit va exploser ces solutions existantes. Si les bénéfices listés dans le communiqué de presse ne sont pas très intéressants ou excitants pour les clients, alors peut-être que le produit ne devrait pas être créé. Le chef de projet devrait plutôt travailler sur une meilleure version du communiqué de presse jusqu'à identifier les bons bénéfices. Refaire un communiqué de presse est beaucoup moins cher et plus rapide que refaire le produit en lui-même. C'est pour cette raison que je vous conseillerais de faire le travail à fond sur la proposition de livre, même si vous avez déjà une audience et vous pensez que l'éditeur va probablement accepter votre ouvrage, et même si vous allez auto-publier ce bouquin. Êtes-vous capable d'expliquer pourquoi votre livre est important et qui va l'acheter? Sinon, vous n'êtes pas encore prêt à commencer à écrire. Cette partie, c'était du pur marketing, donc j'étais dans ma zone de confort. C'est quand je suis passé à l'étape suivante que les choses se sont compliquées. À ce stade, j'ai fait rêver l'éditeur en lui expliquant comment je vais vendre une tonne de livres. Super. Maintenant, il va falloir écrire. Mettre des mots sur une page, ça me pose aucun problème. Pour comparaison, le jour où j'ai démarré l'écriture de la vidéo que je suis en train de vous présenter, je vais écrire environ 2500 mots. Ce qui veut dire que je serai théoriquement capable de rédiger un livre de taille correcte de 60 000 mots en 24 jours. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Et ce fossé, quand vous écrivez un livre, c'est les problèmes de structure. Si je veux que mon livre devienne un classique du marketing et de l'entrepreneuriat, je ne peux pas me contenter d'enchaîner des pages de conseils. En repensant à tous les livres qui ont changé ma vie, je réalise que ce n'est pas vraiment les conseils pratiques qui m'ont marqué. La semaine de 4 heures ne se résume pas aux conseils du genre engager un indien pour répondre à vos emails. Influence et manipulation ne se résument pas à l'idée que la preuve sociale est efficace. Comment se faire des amis ne se résume pas à l'idée qu'il faut souvent répéter le prénom des gens. Ces livres nous donnent bien sûr des conseils utiles, mais s'ils ont le potentiel de nous impacter profondément, c'est parce qu'ils nous apportent une nouvelle manière de voir le monde. Ils changent notre perception d'un certain problème. Par exemple, la semaine de 4 heures nous montre qu'on peut optimiser notre vie en éliminant tout ce qui n'est pas essentiel. Influence et manipulation nous montrent que l'esprit humain a des biais prévisibles qui peuvent être exploités. Comment se faire des amis nous montre que, derrière leur extérieur confiant ou même agressif, la plupart des gens désirent profondément se faire accepter et apprécier. Chacun de ces livres est donc porté par une grande idée. Et c'est cette grande idée qui a le potentiel de changer votre vie. Les conseils et les exemples qui remplissent les pages sont essentiels, mais ils servent avant tout à renforcer la grande idée et à vous montrer comment l'appliquer dans votre vie. Un livre qui n'a pas de grande idée, mais juste une compilation de tactiques et de conseils ne devrait pas être un livre. Ça devrait être une série d'articles sur un blog. Chaque format de contenu a ses forces et ses faiblesses. Par exemple, un podcast est la meilleure manière de diffuser une conversation entre deux personnes, mais la vidéo est le meilleur moyen de faire un tutoriel étape par étape. La force d'un livre, c'est de capter l'attention d'un lecteur sur un format plus long. Si vous avez une grande idée qui mérite plus d'espace, vous pouvez la développer avec beaucoup plus de nuances que dans un article de blog, ou dans mon cas, dans une vidéo YouTube. Mais ça pose un piège dans lequel beaucoup de blogueurs et de youtubeurs tombent la tête la première, moi y compris. Car si votre livre doit aller au-delà d'une collection de conseils, alors vous ne pouvez pas l'écrire comme si chaque chapitre était un article de blog indépendant, qui, mis bout à bout, font un livre. Ça pose un nouveau problème. Non seulement vous devez avoir de la matière et écrire des dizaines de milliers de mots, mais vous devez aussi organiser cette matière et ces mots dans une structure qui va propulser votre grande idée. Si votre texte suit une structure puissante, le lecteur va être happé dans votre livre. Tout s'enchaîne de manière logique. Vos anecdotes, vos conseils, la mise en pratique, et surtout, vous créez chez le lecteur cette sensation où un livre vous a retourné le cerveau et a complètement changé votre vision des choses. Donc, la question que vous devez résoudre avant même de commencer à écrire, c'est qu'est-ce qui fait une bonne structure de livre? Comment est-ce que vous pouvez transmettre votre grande idée de la manière la plus puissante possible? Un
excellent éditeur doit percevoir la structure cachée de l'histoire, dont l'artiste est souvent joyeusement ignorant. Et s'il n'y a pas de structure, il doit en faire émerger une du texte existant. Il doit établir le mouvement de l'histoire, les conflits, thèmes et contre-thèmes, ses valeurs et la teneur émotionnelle de ces valeurs. Il est le mécanicien, il est le chirurgien. Cette citation vient du livre Storygrid par Sean Coyne. Sean Coyne est un éditeur américain qui a travaillé sur de nombreux romans à succès. Au fil des années, il a développé une méthodologie pour aider ses auteurs à transformer une histoire prometteuse mais qui ne fonctionne pas encore tout à fait en une machine bien huilée qui va captiver le lecteur du début à la fin. La question reste la même que celle que je vous posais tout à l'heure. Quelle est la différence entre un livre qui vous fait dire « ouais, ok, pas trop mal » et un livre qui vous fait dire « waouh ». Selon Sean Coyne, c'est avant tout une histoire de structure. Chaque tournant de l'histoire d'un roman doit à la fois nous surprendre, mais aussi découler naturellement de ce qui vient avant, et avancer vers une conclusion satisfaisante. Les meilleures histoires ont un thème profond. Au-delà des péripéties, elles avancent une grande idée sur la nature humaine, ce qui leur permet de raisonner profondément avec leur lecteur. Bien sûr, j'étais pas en train d'écrire un roman, mais j'aime m'inspirer de gens qui sont dans des domaines totalement différents du mien. Si je me contentais de suivre les conseils d'auteurs de livres dans la même catégorie, comme Tim Ferriss et Olivier Roland, je n'aurais aucune chance d'apporter quelque chose au-delà de ce qu'ils ont déjà écrit. Comme mon but est d'écrire un livre impactant, ça semble intéressant d'apprendre d'un gars qui a passé 20 ans de sa vie à réfléchir à ce qui fait fonctionner une histoire. Même si j'écris un livre de business, et pas un roman. Le modèle de Sean Coyne est trop riche pour être résumé en entier ici, mais je vous mettrai en lien dans la description une série de vidéos où il explique les grandes idées en un peu moins d'une heure. Et vous pourrez aussi bien sûr lire le livre Storygrid pour avoir tous les détails. Pour mes besoins, j'ai tiré de sa méthodologie 3 grandes idées. Premièrement, le graphique. L'idée qu'on peut dessiner une histoire sur un graphique pour représenter les hauts et les bas que traverse le personnage. Plus il y a de hauts et de bas, plus on est sur des montagnes russes, plus l'histoire est excitante pour le lecteur. C'est important pour un roman parce que si votre personnage n'a jamais aucun problème et gagne à tous les coups, on s'emmerde. Au cours de son aventure, votre héros devrait surmonter de gros obstacles et juste avant la fin, les choses devraient être à leur point le plus désespéré. On devrait se demander mais comment il va faire pour s'en tirer. De là, on arrive à l'idée suivante qui est la polarité émotionnelle. Toute scène de votre roman doit changer la polarité, du positif au négatif ou du négatif au positif. Donc si votre héros va dîner avec sa femme dans un restaurant et qu'au début de la scène, tout se passe bien entre eux et qu'à la fin de la scène, tout se passe bien entre eux, on s'ennuie, il s'est rien passé. Donc si la polarité de départ est positive, il faut que ça finisse sur un négatif. Par exemple, en plein milieu du dîner, sa femme lui annonce qu'elle va le quitter, le héros pète un câble et fait une scène dans le restaurant. Inversement, si les choses commencent mal pour votre personnage, par exemple, un policier se fait remonter les bretelles par son boss parce qu'il n'a toujours pas trouvé le meurtrier, alors votre scène doit se terminer par une lueur d'espoir. Le flic va par exemple trouver une nouvelle piste pour résoudre le crime. Le troisième concept que j'en ai tiré, c'est l'importance des conventions de genre. Le genre serait par exemple la science-fiction, le thriller politique, le western, le roman policier, etc. Sean Coyne explique que la règle numéro 1 pour tout romancier, c'est de comprendre et de respecter les conventions du genre dans lequel il opère. Par exemple, un roman policier doit avoir une scène où le détective arrive sur la scène du crime. Il doit y avoir un faux suspect, qu'on croit être le coupable mais qui se révèle être innocent. Il doit y avoir une scène où le détective confronte le meurtrier qui avoue ses vraies motivations, etc. Si vous manquez une de ces scènes, votre histoire ne va pas tout à fait fonctionner. Par exemple, si votre héros arrive sur l'affaire en cours de route et ne participe pas à la découverte du cadavre, le crime perd de son impact. Ou s'il n'y a pas de faux suspect et on découvre directement qui est le meurtrier, l'affaire semble trop facile. Ou s'il n'y a pas de scène où le meurtrier avoue son crime, on n'a pas tout à fait l'impression que justice a été faite et le mystère de ses motivations n'est pas totalement percé. Tout l'art du romancier, c'est de trouver une manière nouvelle de vous présenter ces scènes incontournables. Ces idées sont fascinantes pour quelqu'un qui, comme moi, s'intéresse au storytelling. Mais au départ, je me suis dit, ça s'applique pas à mon livre parce que tous les exemples qu'il donne viennent de romans. Quel est le genre de mon livre? Un livre de business? Quelles sont les conventions de genre d'un livre de business? Donner des conseils? Mais dans un appendice publié sur son blog, Coyne explique comment ce même principe s'applique à un livre de non-fiction. En l'occurrence, il donne l'exemple de Tipping Point de Malcolm Gladwell, qui a été traduit en français sous le titre Le point de bascule. Il s'agit d'un livre de non-fiction qui mêle des études scientifiques et des anecdotes pour expliquer, comme le dit le sous-titre, comment faire une grande différence avec de très petites choses. Cet ouvrage a été un énorme best-seller aux États-Unis, a très efficacement diffusé sa grande idée et a popularisé tout un style de livre de vulgarisation qui mêle science et storytelling. Mais l'élément intéressant par rapport à mon enquête, c'est que l'auteur, Malcolm Gladwell, décrit lui-même son livre comme une histoire d'aventure intellectuelle. Coyne explique sur son blog ce que ça veut dire en termes de structure. Gladwell voulait avoir les sensations, la sensibilité et surtout la puissance narrative d'une histoire d'aventure. Mais au lieu d'avoir un héros qui poursuit un méchant ou un trésor ou une bombe nucléaire volée, Gladwell voulait que son héros poursuive une idée. Cette idée m'a frappé comme un mur de briques. J'ai compris que si vous pouvez appliquer la structure d'un roman d'aventure à votre livre de non-fiction, comme l'a fait Gladwell, vous pouvez donner une énergie incroyable à vos conseils et rendre votre grande idée d'autant plus mémorable.
À ce stade, j'avais passé plusieurs jours à essayer de prendre une pile de conseils sur le business en ligne et lui donner une structure cohérente qui fait avancer une grande idée. Donc quand j'ai réalisé qu'un livre de vulgarisation scientifique pouvait suivre la structure d'une histoire d'aventure, je me suis demandé quel est l'équivalent pour mon livre sur le business en ligne. Et la réponse m'est venue très rapidement, c'est une histoire de braquage. Mon livre doit suivre exactement la même structure que Ocean's 11 avec George Clooney. Au début du film, Danny Ocean sort de prison. Mon lecteur idéal pour ce livre lui-même est coincé dans un job qui ne lui plaît pas et il veut lui aussi prendre sa liberté. Ensuite, le héros a l'idée de faire le casse du siècle, cambrioler 3 casinos à Las Vegas. Tout le monde lui dit que c'est impossible. It's never been done before. You want to knock over a casino. 3 casinos? You gotta be nuts. Exactly. De la même manière, mon lecteur a l'idée folle de monter un business en ligne. Tout son entourage lui dit que c'est impossible. Et donc pour réussir son plan, Danny Ocean a besoin d'assembler la bonne équipe. Il a un pickpocket, il a un acrobate, il a un arnaqueur, il a un spécialiste des explosifs. You'd need at least a dozen guys doing a combination of cons. 10 ought to do it, don't you think? You think we need one more? You think we need one more? All right, we'll get one more. De la même manière, pour monter son business en ligne, mon lecteur a besoin d'un ensemble de compétences. Par exemple, identifier les bonnes idées, faire de la recherche de marché, générer du trafic, rédiger une page de vente, etc. Des compétences qu'il n'a pas encore et qu'il lui faut acquérir. Dans le film, chaque compétence est incarnée par un personnage différent qui sont introduits un par un. Dans le livre, c'est bien sûr le lecteur qui va lui-même apprendre chaque compétence, mais la structure est la même. Chaque chapitre va introduire une nouvelle compétence qui vient s'ajouter à son arsenal et se combineront pour exécuter le plan final. Cette comparaison avec les films de braquage me dit aussi de faire très attention à cette section, qui peut dans un film être la plus kiffante ou simplement être un cliché assez ennuyeux. Tout dépend du charisme des personnages et de la créativité avec laquelle ils sont présentés. Dans un livre aussi, le ton peut rapidement devenir scolaire et répétitif vers le milieu de l'ouvrage, donc il faut que je trouve des exemples uniques pour vous surprendre à chaque chapitre. Une fois son équipe assemblée, le braqueur révèle son plan. This place houses a security system that rivals most nuclear missile silos. Smash and grab job, huh? Slightly more complicated than that. Oh, yeah. Pour mon lecteur, c'est à ce moment-là qu'il va décider sur quel marché il va se lancer et avec quelle stratégie. Au cours de ce processus de planification, on découvre qu'il ne s'agit pas, pour le braqueur, que d'une histoire d'argent. Dans Ocean's 11, il s'avère que l'ex-femme de Danny Ocean est désormais avec le gars qu'il cherche à braquer. Cette connexion personnelle va mettre le plan en danger. You're a thief and a liar. I only lied about being a thief. Tous les meilleurs films de braquage ont cette connexion personnelle profonde, que ce soit l'amour, la vengeance ou une connexion familiale. Ça permet au scénariste d'enrichir la teneur émotionnelle du film et de mettre son personnage en vraie difficulté sur la troisième partie. Ce sont aussi des motivations avec lesquelles le spectateur peut s'identifier, même sans jamais avoir lui-même braqué quoi que ce soit. Dans mon livre, il faut que je confronte mon lecteur au fait que monter un business en ligne, c'est pas qu'une histoire d'argent, et qu'il va devoir faire face à ses démons pour réussir. Monter un business en ligne comme faire un braquage dans un film, c'est un accomplissement externe mais qui demande un changement interne. En l'absence de ce changement, nos démons risquent de faire échouer nos meilleurs plans. Ils se manifestent sous forme de procrastination, où ils nous rendent aveugles à la réalité que notre précieuse idée ne va pas marcher, ou ils réveillent en nous une peur paralysante de l'échec. Finalement, on en arrive au braquage. Le plan parfaitement huilé ne se passe jamais comme prévu, et le criminel doit improviser. Ou en tout cas, c'est l'impression qu'on en a en tant que spectateur. Parfois, il s'agit d'une feinte et le criminel a tout prévu à l'avance. Ça n'est qu'à ce stade du film qu'on va comprendre quel est le vrai plan, le rôle de chaque personnage, et comment les obstacles et les systèmes de sécurité qui ont été établis dans la première moitié du film vont être déjoués. I'm afraid you're mistaken. You're watching your monitors? Okay. Keep watching. De la même manière, un entrepreneur a beau avoir un plan parfait sur le papier, les choses ne se passent jamais exactement comme prévu et il faut improviser. Chacune des compétences que vous avez apprises dans les 2 premiers tiers du livre va se révéler indispensable pour triompher à cette étape. Finalement, la dernière scène est une convention. Les braqueurs prennent un moment pour savourer leur succès. Dans Ocean's 11, la scène finale est culte. L'ensemble de l'équipe admire silencieusement les fontaines du Bellagio qui viennent de cambrioler et partent un à un pour se fondre dans la foule. On sent vraiment la jubilation d'avoir parfaitement exécuté un plan qui était censé être impossible. À la fin de mon livre, il faut que je trouve un moyen de faire savourer à mon lecteur le chemin parcouru et l'ampleur de son accomplissement. Il faut terminer sur une note presque poétique et contemplative, digne de cette scène autour de la fontaine accompagnée par la musique de Debussy. Pour finir, Ocean's 11 insère une dernière petite section, teaser, qui suggère qu'il y aura une suite. Dans mon livre, il faut aussi que je montre à mon lecteur que son aventure ne fait que commencer et qu'il devrait me suivre pour recevoir des bonus et des conseils supplémentaires.
Inspiré par cette structure, j'ai directement dessiné ce graphique qui représente le parcours émotionnel que je veux donner à mon lecteur pour renforcer ma grande idée. Nettoyer un peu, ça donne ça. Dans StoryGrid, l'axe vertical est la valeur humaine fondamentale qui est en jeu dans l'histoire. Par exemple, dans l'exemple préféré de Sean Coyne qui est Le silence des agneaux, une détective poursuit un serial killer, donc l'enjeu c'est la vie ou la mort. Mais dans un film de braquage, l'enjeu c'est la liberté. Si les protagonistes réussissent leur mission, ils seront riches pour le restant de leur vie. Mais s'ils échouent, ils vont aller en prison. Le film commence justement quand Danny Ocean sort de prison, donc la valeur de liberté de départ est positive, mais tourne rapidement au négatif puisqu'il doit trouver un moyen de gagner sa vie. Dans cette introduction, on va comprendre le pourquoi du personnage, quel est son désir et ce qui le motive à obtenir ce désir. Rapidement, il va avoir l'idée du braquage, donc la valeur de liberté passe du négatif au positif parce qu'il peut toujours rêver, mais on repasse rapidement au négatif quand tout le monde lui dit que son idée est totalement impossible. La section suivante, c'est le fameux assemblage de l'équipe. La liberté du personnage grimpe un peu plus avec chaque expert qui est rallié à sa cause. À la fin de cette partie, l'équipe est complète et le héros a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Mais le jour de lancer son plan va arriver, et ce jour-là, ça tourne mal. On est au bord de la catastrophe. Les personnages vont-ils finir en prison? Heureusement, la situation se retourne au dernier moment et ils arrivent à s'en sortir grâce à un atout qu'ils gardaient jusqu'ici dans leur manche. Finalement, l'équipe se rassemble pour savourer sa victoire et on a peut-être un petit teasing sur la suite. J'ai donc organisé le sommaire de mon livre suivant exactement la même structure. Le livre s'ouvre sur mon histoire. Je suis étudiant dans une bonne école de commerce, donc les choses vont pas trop mal pour moi. Mais un jour, je croise un ancien élève de mon école et je réalise que mon futur, c'est 40 ans dans un bureau à faire un job qui me plaît pas. La valeur de liberté passe rapidement du positif au négatif. Cette anecdote est là pour refléter l'expérience de désillusion que la plupart d'entre nous ont connue au contact avec le monde du travail. Mais à ce moment-là, une idée se présente. Le business en ligne. C'est une opportunité qui vous permet de maximiser votre valeur de liberté. Mais tout le monde vous dit que c'est impossible. Vous réalisez que ça n'est pas facile de gagner votre vie sur le web et que ça va vous demander beaucoup de temps et beaucoup de travail. Dans la deuxième partie du livre, je vous parle de la psychologie humaine et de comment vous pouvez l'analyser pour trouver des idées de business auxquelles personne d'autre n'a pensé. Avec chaque chapitre, vous gagnez en compétences, vous commencez à vous dire que votre plan va marcher finalement et que vous allez pouvoir vivre de ce business en ligne. Mais dans la partie 3, on parle de mise en application. Vous allez trouver une idée et la tester dans la pratique. Et vous allez surtout réaliser que votre idée de départ ne va pas marcher telle qu'elle. Il faut pivoter vers quelque chose, il faut tester différentes choses, vous avez des concurrents, vous n'êtes pas suffisamment différencié, vous faites face à la peur de l'échec, au syndrome de l'imposteur, au doute. Vous commencez à vous demander si vous allez y arriver un jour. Si vous êtes intelligent, assez talentueux, assez travailleur pour percer. Vous vous demandez si c'est même possible de réussir. Peut-être que tous ces gens qui vous parlent de gagner de l'argent sur Internet sont juste en train de vous baratiner pour vous vendre des formations. Bref, vous êtes au point de non-retour. Vous êtes dégoûté du salariat d'une part, mais tout ce que vous avez gagné avec le business en ligne, c'est plus de boulot le soir et le week-end. Vous êtes encore moins libre que quand vous aviez commencé. Mais petit à petit, vous allez tester de nouvelles choses qui vont commencer à donner des résultats prometteurs. Vous optimisez ces premiers tests qui vous donnent encore plus de résultats. Et tout du long, vous pratiquez ces compétences et vous devenez meilleur dans ce que vous faites, que ce soit l'acquisition de trafic ou la vente. Finalement, le dernier chapitre vous montre que gagner votre vie sur Internet, ça n'est qu'un début. Qu'allez-vous faire ensuite? Est-ce que vous allez décider d'automatiser au maximum votre business pour gagner de l'argent en ne travaillant que quelques heures par jour? Ou est-ce que vous allez recruter des employés, réinvestir vos profits et étendre vos activités? Cet arc narratif émotionnel est très fort. Une fois que j'ai ça, il me suffit de lister tous les conseils et techniques que je veux apporter dans le livre et les placer au bon endroit dans cette structure. Je veux aussi chercher des anecdotes et des exemples, certaines qui viennent de mon propre parcours, d'autres qui viennent d'entrepreneurs que j'ai rencontrés ou tout simplement des gens que j'ai étudiés pour illustrer les grands tournants de l'histoire et leur donner l'impact émotionnel qu'ils méritent. Quand on se demande combien de temps ça prend d'écrire un livre, on pense généralement à la phase de rédaction. Alors combien de temps est-ce que ça prend? Je suis bien placé pour y répondre parce que je mesure chaque minute de mon temps de travail depuis 2014. La rédaction du livre entier, en comptant le travail de structure, les recherches et les relectures, m'a pris un peu plus de 266 heures réparties sur 6 mois. La rédaction du premier jet en elle-même m'a pris 79 heures. Et c'est intéressant de noter que c'est moins d'un tiers du temps total que j'ai passé sur le livre. Et vu comme ça n'a pas l'air énorme. En tout, j'ai passé 38 jours à écrire ce premier jet. Ça veut dire que je passais 2 heures et 5 minutes par jour d'écriture pour écrire 1445 mots par jour en moyenne, soit 662 mots par heure. C'est clairement en dessous de ma moyenne habituelle d'écriture. Par exemple, sur les 4 jours où j'ai écrit la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai écrit presque 2200 mots par jour, soit 50% de plus que ma moyenne sur le livre. Je suis tombé dans le piège classique de la personne qui a l'habitude d'écrire et se lance dans son premier livre. Je cite Taylor Pearson, un blogueur américain qui parle de l'écriture de son premier ouvrage. Une des erreurs que j'ai commises et que je suspecte beaucoup d'autres blogueurs de faire est de croire qu'un livre est juste comme écrire une série d'articles de blog. Si un livre fait 40 000 mots et que j'écris habituellement des articles de 2000 mots, alors écrire le livre devrait me prendre aussi longtemps que
20 articles de blog. Correct? Non. C'est difficile de garder la tête dans votre livre si vous ne travaillez pas dessus tous les jours. Si je prends plus d'un jour de pause sur le livre, le premier jour où je m'y remets est généralement passé à retrouver là où j'en étais. Donc j'ai démarré le livre en mars 2019 en me disant que je devrais assez facilement pouvoir écrire 2000 mots par jour en moyenne et boucler un premier jet de 60 000 mots en 30 jours, soit 6 semaines de travail. Et j'avais de bonnes raisons d'être confiant. En décembre, j'étais rentré en France pour les fêtes et j'avais calé un rendez-vous avec mon éditeur en leur promettant que j'allais avoir un premier chapitre à leur présenter. Mais j'avais été très occupé par plusieurs lancements de produits et la veille de mon départ en France, je n'avais pas écrit une seule ligne. Alors, j'ai écrit toute l'introduction et le premier chapitre en une nuit avant de prendre l'avion, soit plus de 6000 mots en 24 heures. À ce rythme-là, on pourrait écrire un livre complet en 10 jours. Bref, je me disais que 2000 mots par jour, c'était raisonnable. Le premier jour d'écriture, en mars, c'était bien parti. J'ai écrit 2217 mots. Le lendemain, j'étais en dessous, 1390 mots. Le jour suivant, 1386 mots. Le jour suivant, 1323 mots. Le 5e jour, j'attaquais un passage particulièrement épineux. J'ai avancé de seulement 913 mots. Le lendemain, c'était 646, puis 890. De toute ma première session d'écriture, prévue pour mars-avril, je n'ai atteint qu'une seule fois mon objectif de 2000 mots. C'était le premier jour. Autant dire que le manuscrit n'a pas été bouclé dans les 6 semaines qui avaient été prévues. J'ai dû prévenir mon éditrice que je n'aurais pas fini à temps et qu'il fallait repousser la date de publication qui avait initialement été prévue pour septembre. Il s'avère qu'écrire un livre demande effectivement beaucoup plus de temps qu'écrire une série de vidéos YouTube ou d'articles de blog de la même longueur. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que plus votre projet d'écriture est long, plus il y a d'informations à garder dans votre tête. Avec tout le travail que j'avais fait sur la structure, il fallait que je m'assure que les informations arrivent au bon endroit. Il fallait aussi que je fasse beaucoup plus attention à ne rien oublier. Dans une vidéo YouTube, je présente généralement une grande idée. Si je n'ai pas pensé à parler de quelque chose, ça n'est pas très grave, parce que j'ai pas le temps de parler de tout, quoi qu'il arrive, et je pourrais toujours faire une autre vidéo sur des concepts similaires. Mais dans mon livre, je voulais être sûr que je n'ai pas laissé de côté une idée importante, et de bien répondre à toutes les questions que pourrait avoir un lecteur. De ce point de vue, on est proche de l'écriture des pages de vente, où je suis très minutieux dans ma rédaction pour avoir l'impact maximal. La différence, c'est que le livre est beaucoup plus long que n'importe quelle page de vente. Et à mesure que ce que vous écrivez s'allonge, la complexité augmente de manière exponentielle. Par exemple, je peux concevoir et tenir le plan d'un email de vente de 1000 mots dans ma tête sans trop de problèmes. Pour une page de vente, je peux faire le plan sur une feuille A4. Mais pour le livre, c'était impossible de tenir tout le projet dans mon cerveau à un même moment, ce qui introduit beaucoup de friction. L'autre élément que je n'avais pas anticipé, c'est l'importance d'avoir les bons concepts. Que ce soit dans mes vidéos ou dans mon livre, je ne veux pas me contenter de vous donner une suite de conseils que vous auriez aussi bien pu trouver ailleurs. Pour chaque idée, je veux trouver une manière originale de l'aborder, soit en vous donnant un concept nouveau que j'ai découvert et qui n'existe nulle part ailleurs, soit en prenant un concept connu mais en l'illustrant de manière unique avec une étude de cas qui vous donne un déclic. Ça me prend beaucoup de temps de trouver ces concepts. Mais sur une vidéo, si je n'ai pas de bon concept sur un sujet, je peux le laisser de côté. Il y a des vidéos que j'ai de côté depuis des années en attendant de trouver le bon angle pour les attaquer. Du coup, au moment où je décide de faire une vidéo, elle est déjà quasiment écrite dans ma tête. J'ai la structure, les exemples et les concepts, et il ne me reste plus qu'à mettre mes idées sur le papier. Mais sur le livre, je n'ai pas ce luxe. Il y a des passages obligés, comme comment trouver une idée de business ou comment générer du trafic vers mon site. Et le jour où je m'assois pour démarrer ce chapitre, il faut que je trouve une manière originale de vous parler de ces sujets vus et revus. Ça veut dire que je passais beaucoup de temps à raffiner mes concepts, chercher des exemples nouveaux et tester différentes approches, jusqu'à trouver une approche qui est nouvelle. Ça fait partie bien sûr du travail de l'auteur, mais bêtement, je l'avais pas anticipé, parce que d'habitude ce travail se fait naturellement dans ma tête, les jours avant de commencer à écrire une vidéo. Tous ces facteurs ont fait que ma vitesse d'écriture en termes de mots par heure ont été plus lents que ce dont j'ai l'habitude. En plus de ça, je n'écrivais que 2 heures par jour en moyenne. Là aussi, ça semble très peu. Et ce n'est pas que j'avais pas le temps, c'est juste que je me fatiguais assez vite. Au bout de 3 heures d'écriture, mon cerveau est cramé. C'est le cas même quand j'écris des vidéos. Mais crucialement, je n'écris pas une vidéo tous les jours, 6 jours sur 7. Généralement, je vais passer 2 à 4 jours à écrire une vidéo, puis j'aurai une journée pour retravailler le texte et faire les visuels, puis j'aurai une journée d'enregistrement. Entre 2 vidéos, je vais souvent intercaler des projets plus légers, comme écrire des newsletters, ou créer des pages de capture, ou des podcasts, etc. Mais quand, jour après jour, semaine après semaine, je m'attaque au projet d'écriture le plus compliqué et le plus important de ma vie, mon cerveau avait du mal à récupérer. Ce qui fait que mon endurance moyenne est passée de 3 heures, 3 heures et demie à peine plus de 2 heures par jour. Ça me semblait ridicule, mais 2 à 3 heures par jour semble être dans la moyenne de ce qui est possible, même pour des auteurs aguerris. Par exemple, Ryan Holiday est un de mes auteurs préférés, et il est assez prolifique. Depuis 2012, il a en moyenne publié un livre par an traitant de marketing et de philosophie, donc quasiment tous sont devenus des best-sellers. En plus, il maintient 2 newsletters quotidiennes et il écrit un paquet d'articles. Mais sa routine d'écriture est la suivante. Je commence aux alentours de 8 heures.
9h au plus tard. Et vers 11h ou midi, j'ai terminé. Donc ça nous donne environ 3 heures d'écriture par jour. Pour prendre un autre exemple, Mark Manson est un blogueur de développement personnel et l'auteur de L'art subtil de s'en foutre, qui est devenu un best-seller mondial. Pour vous donner une idée, en 2017, c'était le 4e livre le plus vendu de l'année, toutes catégories confondues, sur Amazon. Voilà ce que Mark Manson a à dire sur le processus d'écriture de son livre Phénomène. En ce qui concerne le travail créatif, non seulement la productivité diminue au fil du temps, mais à un certain point, écrire plus produit un retour négatif, parce qu'un texte mauvais n'est pas juste mauvais. Un mauvais texte vous rajoute du travail car il consomme beaucoup plus de temps pour être revu et édité. Ce n'est qu'après 1 an et demi à travailler sur le livre que j'ai trouvé le courage de limiter mon temps d'écriture à 2 heures par jour. Et mon Dieu, le livre a explosé de mes mains comme des pouvoirs Jedi cachés. J'ai bouclé une nouvelle version en 2 mois, top chrono. Dernier exemple, Stephen King, un auteur légendaire pour sa productivité, travaille rarement l'après-midi. Dans son livre Mémoire d'un métier, il écrit « J'aime écrire 10 pages par jour, ce qui correspond à 2000 mots. Sur 3 mois, ça correspond à 180 000 mots. Une longueur correcte pour un roman. Certains jours, ces 10 pages viennent facilement. Je suis dehors à faire mes courses avant 11h30. De plus en plus souvent, à mesure que je vieillis, je me retrouve à déjeuner à mon bureau et je finis le travail du jour à 13h30. De temps en temps, quand c'est particulièrement dur, je suis encore en train de bidouiller mon texte au moment de prendre un 4 heures. Ma propre expérience rejoint les conseils de tous ces auteurs bien plus expérimentés que moi. Ça n'a pas de sens d'essayer d'écrire 8 heures par jour. Au bout de 2 à 4 heures, vous aurez le cerveau complètement cuit et plus rien d'utile ne va en sortir. Alors oui, vous pouvez faire des performances héroïques sur le court terme, comme quand j'ai écrit mes 6000 mots en moins de 24 heures, mais ça n'est pas tenable plus de 2 ou 3 jours d'affilée. Donc la bonne stratégie pour écrire un livre entier, c'est d'écrire de manière très régulière, chaque jour à la même heure, et d'ajouter 1000 à 2000 mots par jour à votre manuscrit jusqu'à avoir terminé. Dans mon cas, ça m'a pris 38 jours d'écriture, répartis en 3 blocs sur les mois de mars, juillet et septembre. De temps en temps, je devais mettre le livre de côté pour travailler sur d'autres projets, mais pendant les périodes où je travaillais sur le livre, je travaillais dessus tous les jours. Mais attention, il y a une erreur qui peut tout faire capoter. C'est si vous relisez pendant que vous êtes en train d'écrire. Tant que vous vous contentez de rajouter des mots, vous avancez chaque jour vers votre objectif. Certains jours, vous allez avancer un peu plus, certains jours un peu moins, mais quoi qu'il arrive, chaque jour, vous avancez, ne serait-ce que d'un petit cran vers votre objectif. Mais si vous commencez à vous relire et à vous corriger, vous risquez de commencer à douter de la qualité de ce que j'avais déjà écrit et de réécrire ce qui est déjà derrière vous, de réorganiser la structure à mi-chemin, et c'est comme ça qu'un auteur se retrouve avec un manuscrit catastrophique qu'il n'arrivera jamais à finir. Dès que vous perdez votre élan quotidien, vous êtes mort. Et justement, la meilleure manière de garder cet élan, c'est de trouver un moyen de visualiser votre progrès. Tout au long de l'écriture, j'ai utilisé ce tableur pour visualiser mes progrès. Chaque jour d'écriture, je rentrais le nombre de mots et le temps que j'avais passé à écrire. Ça me permettait de voir chaque jour le nombre de mots total et ce qu'il me restait à écrire. Et surtout, je calculais le pourcentage accompli par rapport à mon objectif final. Même les jours où j'avais l'impression de galérer, j'avançais généralement d'au moins 1,5 ou 2%. Donc ça me permettait de voir un progrès concret chaque jour en observant le total monter d'un cran vers les 100%. C'est une technique de gamification qui marche bien, en tout cas pour mon cerveau. C'est similaire aux méthodes que les jeux vidéo débiles sur téléphone utilisent pour vous rendre accro, en faisant miroiter des chiffres qui sont toujours en train de monter. Sauf qu'ici, je ressors avec un premier jet de mon livre, qui est malheureusement loin d'être parfait. Écrire un livre est long et frustrant, mais il y a aussi le plaisir de la création et de la découverte. Les meilleurs jours, quand vous avez pile la bonne dose de café, pile la bonne playlist Spotify, vous pouvez planer, vous êtes dans le flow, totalement absorbé dans votre livre. Vous avez l'impression d'être un génie créatif. Et puis, il est temps de se relire et il faut revenir sur Terre. Quand je suis en train de réécrire mon manuscrit, je m'interdis de rentrer dans ce flow. Je ne peux pas apprécier ce que je suis en train de lire. Au contraire, je dois faire passer chaque idée devant un juge qui décidera si elle a sa place dans le livre. Je dois forcer chaque paragraphe à justifier son existence. Je dois torturer chaque phrase jusqu'à trouver la version la plus claire et la plus limpide. Je dois lâcher chaque mot dans un combat à mort avec 12 synonymes pour trouver le terme parfait. J'avance phrase par phrase, parfois passant de longues minutes à trouver la tournure parfaite pour éviter une répétition ou clarifier un exemple. Je développe une double personnalité. D'un côté, je veux couper un maximum de gras pour que le texte soit fluide et dynamique. Je suis sans pitié avec mes adverbes et mes adjectifs superflus. Je jubile quand je peux éliminer une phrase entière qui n'est pas essentielle. De l'autre côté, j'ai envie de donner le maximum. J'imagine de nouveaux exemples et de nouveaux conseils. Aucune de ces deux tendances ne doit gagner. Si je coupe trop, mon livre sera émacié, sec, et le manque de transition rendra le tout confus. Mais si je rajoute trop, il sera boursouflé, indulgent, et le manque de structure rendra le tout indigeste. Je suis chaque jour dans une lutte avec moi-même, avec mon texte, avec mes idées. Mon humeur monte et descend en fonction de ce que je découvre ce jour-là. Certains jours, je travaille sur un texte élégant, qui demande qu'à être peaufiné. Mais d'autres jours, j'exhume le vomi textuel d'un auteur demeuré
que je reconnais pas. Il faut tout jeter et réécrire le chapitre en question. Tout ça finit par me prendre quasiment aussi longtemps que l'écriture du premier jet en soi. J'avais passé 79 heures à écrire le premier jet. La première écriture à elle seule va me demander 64 heures. Heureusement, je m'épuise moins vite sur cette étape. J'ai aussi entre 2h30 et 3 heures de progrès par jour. La première relecture est bouclée en 24 jours, contre 38 pour l'écriture. Mais c'était qu'un début. J'envoie l'ensemble du livre à mon équipe pour avoir leur avis. Ils me laissent des centaines de commentaires, allant de cette phrase est pas claire à ici il manque un exemple à ce chapitre est compliqué à suivre. Je reprends donc le manuscrit de zéro pour la 3e fois et je prends en compte leur retour. Cette fois-ci, j'y passe 26 heures, réparties sur 7 jours. Ma moyenne est montée à 3h45 par jour, ce qui signale que le gros de l'effort créatif est derrière moi. Mais je suis loin d'avoir terminé. À ce stade, je n'ai jamais lu le livre du début à la fin. J'ai travaillé dessus que par segment. Il faut que je relise tout d'un coup, mais j'en peux plus de scroller sur ce même texte sur mon écran, j'y vois plus rien. Alors j'exporte le tout vers mon Kindle et je repars du début. Je fais des centaines de notes, principalement sur le choix des mots, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le travail de fond est terminé, enfin. Après cette 4e relecture, je reprends à zéro et je relis tout le texte à voix haute pour enregistrer la version audio du livre. Je me rends compte à l'oral que certaines tournures de phrases ne fonctionnent pas. Je note encore de nouvelles modifications. L'éditeur fait ses propres corrections et m'envoie le texte mis en page. C'est ce qu'ils appellent une épreuve. Je dois relire, encore une fois, le livre entier pour noter les dernières modifications. Dans Mémoire d'un métier, Stephen King donne le conseil suivant au sujet de la réécriture. Écrivez avec la porte fermée, réécrivez avec la porte ouverte. En d'autres termes, votre travail commence juste en étant pour vous, mais ensuite, il doit sortir. Une fois que vous savez quelle est l'histoire et que vous la représentez correctement, aussi correctement que vous en êtes capable en tout cas, elle appartient à tous ceux qui veulent la lire ou la critiquer. Ça revient à l'idée que vous devez séparer ces deux tâches. D'un côté, l'écriture où vous devez vous lâcher et tout donner, de l'autre, la réécriture où vous allez être impitoyable et couper tout ce qui n'est pas essentiel. Le meilleur modèle pour penser aux étapes de relecture d'un livre est donné par Neil Strauss, interviewé par Tim Ferriss sur Creative Life. Neil Strauss est un journaliste pour le magazine américain Rolling Stones et l'auteur de nombreux best-sellers, notamment The Game, le livre qui a grandement contribué à populariser la communauté de la séduction. Strauss explique qu'un livre doit traverser 3 itérations. La version 1 est pour l'auteur. Vous écrivez pour mettre vos idées sur le papier. Souvent, c'est dans l'acte d'écriture que vous découvrez le cœur de votre idée. Vomissez tout sur la page. Si vous manque une info ou une citation, vous arrêtez même pas pour ça. Ça pourra être ajouté plus tard. La version 2 est pour le lecteur. Vous allez clarifier vos idées, ajouter des exemples, des définitions. Et surtout, vous allez éliminer tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Basically, a book when you're done should be such that you can't remove a word or a paragraph or a chapter, and the book still be okay and intact. It should be such that you even remove a paragraph that is actually ruined. Everything there has to be essential. La version 3 est pour les haters. Qu'en diront les gens qui sont sceptiques par rapport au sujet de votre livre? Qu'en dirait un journaliste qui veut vous démonter dans un article? Vous ne pourrez jamais éviter les critiques, mais vous pouvez les anticiper et y répondre dans votre texte. Et surtout, savoir que vous repasserez sur votre texte plus tard pour ajouter des sources et blinder vos affirmations au maximum vous permet de ne pas avoir à y penser pendant que vous rédigez la première version, qui est pour vous, ni la deuxième version, qui est pour votre lecteur idéal. En tout, créer ce livre a occupé quasiment 6 mois de mon temps de cerveau créatif cette année. Et bien sûr, rédiger le livre n'est que la moitié du travail. La seconde moitié, c'est de le promouvoir. Le choix de la couverture et de la 4e de couverture, la page de vente, la stratégie de lancement, etc. Si la partie marketing du livre vous intéresse, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo et dites-moi ce que vous voudriez apprendre là-dessus. S'il y a de l'intérêt, je ferai une deuxième vidéo sur le sujet, mais après la sortie du livre, le 31 janvier, pour pouvoir vous faire un bilan chiffré de ce qui a marché ou non. D'ici là, si vous voulez être prévenu quand le livre sort, il y a une page d'attente en ligne sur marketingmania.fr/empire, je vous ai mis le lien en dessous de moi. Et si vous regardez cette vidéo dans le futur et que le livre est déjà sorti, ça vous redirigera vers la page de présentation du livre pour pouvoir l'acheter. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant en cliquant ici, plus un petit like et un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. À la prochaine.